3 questions principales ce soir, c'est vraiment l'axe. Est-ce qu'on peut programmer en PostScript? Ou est-ce que ça reste juste un langage pour les imprimantes? Vous avez souvent, probablement que votre seule ou principale exposition à ce langage, c'est les problèmes d'impression. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce langage? À quoi il ressemble? Ensuite, on va se demander, est-ce qu'on peut jouer, si on peut programmer, est-ce qu'on peut jouer contre une imprimante? Et on se demandera aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ce langage? Est-ce qu'on peut faire des jeux pour le desktop? Donc, en faisant abstraction de l'imprimante, qu'est-ce qui nous reste avec ce langage? Et on répondra oui à ces 3 questions. Je vais commencer sans plus attendre. Alors vraiment, en 2 mots, l'histoire de PostScript, c'est un langage qui vient de loin, qui s'inspire d'autres langages, qui s'est développé, comme beaucoup d'autres choses, au Xerox PARC à la fin des années 70. Ensuite, ce langage il a été commercialisé par Adobe. Ils en ont fait un langage qui était utilisé par les logiciels pré-presse. Donc, c'est-à-dire que l'intérêt pour les éditeurs de logiciels, c'était de produire des documents dans un format uniforme, universel, standard. Et pour les fabricants de matériel, c'était de ne recevoir plus qu'un seul format à imprimer. Donc ça standardisait le format d'impression et ça accompagnait le développement des imprimantes laser. Et Adobe, évidemment, ils étaient malins parce que d'un point de vue commercial, ils éditaient à la fois les logiciels et ils vendaient des licences PostScript pour les imprimantes. Donc le business case était parfait. Et encore d'autres péripéties. Donc en fait, Steve Jobs s'est intéressé à ce langage. Il a intégré une variante du PostScript ou une évolution qui est le display PostScript. Donc là, on pouvait envoyer des commandes d'affichage à l'écran, hein, finalement, à la carte graphique, en PostScript. Et en fait, PostScript a évolué, c'est pas qu'il a évolué, il est toujours là, mais il a aussi donné naissance au PDF. On verra tout à l'heure le lien qu'il y a entre ces 2 formats. Ça, c'était pour l'historique rapide. Alors, à quoi ça ressemble? Alors ça, c'est du code PostScript. Alors tout ça, c'est moi qui ai fait. Et qui dessine ces escaliers. Alors, on comprend par rapport à ce que je viens de dire sur les imprimantes et les formats d'impression que si on peut produire la même chose dans un format vectoriel en 842 bytes, c'est plus intéressant que dans un format bitmap en 42 000 bytes. On constate aussi déjà que PostScript est relativement compact. C'est une propriété. Une side note, si jamais ça vous intéresse et que vous installez GhostScript, c'est plus intéressant de le faire en buildant les sources, parce qu'en fait, on a toutes les options disponibles. Si on l'installe avec des package managers comme Brew, il est possible assez rapidement qu'il nous manque l'une ou l'autre option. Enfin, vous finirez par builder from source, alors faites-le tout de suite. Alors, je vous montre tout de suite, évidemment, il y a des petites démos. Donc, si on fait GS, ça, c'est du PostScript. Alors, même si vous ne connaissez pas, vous pouvez quand même comprendre. En fait, on va aligner ici là 4 chiffres, 100, 100, 400, 200, qui vont être évidemment les coordonnées du carré noir. Voilà. Si je prends la suite, donc 1, 0, 0, ça veut dire choisis la couleur rouge, et ensuite remplis un carré à telle et telle coordonnée, ça fonctionne comme ça. Donc, ce que vous voyez là, c'est que le PostScript est bien interprété au fil de l'exécution du programme. OK. Le langage, je ne vais pas rester des heures sur le langage, mais il faut quand même comprendre des choses. Alors, déjà, c'est un langage qui est fait pour être interprété par l'imprimante, et notamment des imprimantes des années 80. Donc, ce n'est pas un langage qui est très compliqué à interpréter. Et c'est ça qui est fascinant dans ce langage, je trouve, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Ce qui fait que le modèle mental, comme je l'appelle, est extrêmement simple. On a 4 piles. Voilà, on a 4 piles. Celle qui nous intéresse le plus, c'est celle de gauche. Si je mets 1, 2, add, j'ai 2 opérandes, un opérateur. L'opérateur, il consomme 2 opérandes, il met le résultat sur la pile. La plupart du temps, c'est tout ce dont on a à se préoccuper. Il y a une pile avec des dictionnaires, donc c'est des associations clés-valeurs. Exécution, pour l'instant, on s'en fout. Et puis graphic state, ça garde la taille du pinceau, la couleur, la matrice de transformation, ce genre de choses. Je ne vais pas cliquer sur les liens maintenant, mais vous les avez bien sûr dans les slides et tout ça. Enfin, je vous montre quand même, si juste un tout petit peu. Quelques commandes PostScript, comment ça se présente. Celles-ci, elles sont simplissimes. Enfin, cette présentation-là, elle est très, très épurée, OK? Mais ça vous donne une idée. Donc pop, ça va récupérer l'élément qui est tout en haut de la pile. Clear, ça va vider la pile. Mark, ça va mettre une marque sur la pile. On peut faire add, div, etc. Donc c'est un ensemble comme ça de petites commandes, de petits opérateurs
extrêmement bien choisis, à mon avis, qui permettent de faire plein de choses. Et après, bon, là, chacun a un peu sa philosophie dans les langages, mais moi, j'adore ce langage parce que pour les side projects, c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 1001 imports, 1001 dépendances, des problèmes de déploiement, du Kubernetes ou quoi. C'est vraiment un langage avec lequel on peut jouer très facilement. C'est très facile de se mettre dans le bain. Donc, je ne vais pas faire un cours sur PostScript, mais on va plutôt regarder à quoi ça ressemble en pratique. Alors, à chaque fois, c'est des dessins que j'ai faits seul ou avec les gamins pour s'occuper les jours de pluie. Donc, vous voyez ce dessin-là, ce code-là produit ce dessin-là. Alors, on constate, à chaque fois, j'ai mis en jaune ce qu'il faut retenir. Donc là, on a un contexte graphique implicite. Je ne suis pas en train de déclarer un contexte quelconque avec 1 million de paramètres, il est là. Ensuite, on met les choses sur on empile les opérandes. Donc 0, 0, 1, 7 RGB color, il se trouve que c'est un nom qui est exécutable, donc en fait il va s'exécuter et il va prendre, en l'occurrence, 3 opérandes et faire quelque chose. En l'occurrence, modifier la pile avec voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, on associe 10 avec le chiffre n, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez un peu, on va essayer d'avoir un feeling de ce à quoi ressemble PostScript. On remarque arc, stroke, donc c'est des commandes pour dessiner. On voit une première structure de contrôle, for, on voit qu'elle prend 4 opérandes, 1 n et un bloc de code. À chaque fois, je vais prendre des exemples de plus en plus compliqués ou complexes en tout cas. Shotter, ça c'est un dessin que j'aime beaucoup parce que c'est un des pionniers, c'est fait par ce Georges Nice, qui était un informaticien un peu pionnier de l'art, si on veut bien, par informatique à une époque où personne pensait à faire des dessins ou de l'art avec l'informatique. Donc ici, on voit une série de carrés avec les lignes qui deviennent de plus en plus aléatoires au fur et à mesure qu'on descend, et le code PostScript correspondant. Alors on voit déjà qu'il y a des valeurs aléatoires. Alors déjà, ça veut dire que quand on imprime un document PostScript, on n'aura pas forcément à chaque fois la même chose parce que dans le langage, il y a des nombres aléatoires. On voit des matrices de transformation, des rotations, et la version minifiée que j'ai faite pour m'amuser, mais qui montre encore une fois à quel point PostScript est compact et, à mon avis, extrêmement élégant. Plus dur, plus dur, intersecting planes. À chaque fois, vous pouvez cliquer sur le lien, puis il y a l'explication sur mon site et tout ça. Ça, c'est des questions, typiquement, après le boulot, pour me vider la tête, je vois passer, je ne sais plus où, cette image. Et je me demande, mais comment je pourrais programmer ça? Et tant que je ne l'ai pas fait, ça m'obsède. Et quand je l'ai fait, je me sens trop bien. Et voilà à quoi ça ressemble. Et je travaille le code pendant des heures et des heures pour avoir l'expression la plus pure, la plus claire ou simple possible. Alors là, on voit déjà aussi un truc intéressant. On a vu que le def, il permettait de modifier ses dictionnaires. Pensez à la pile des dictionnaires. C'est une association clé-valeur. En fait, une définition de variable ou une définition de méthode, de procédure, on dirait, c'est un nom, /p, un bloc de code, def. Donc ça va dans le dictionnaire. Après, quand j'appelle p, ça va exécuter le code. On voit aussi du clipping, etc. Donc tout ça, c'est des primitives pour manier le contexte graphique, si on veut bien. Autre exemple, ça c'est la palette sur Amstrad qui s'appelle CPC. Il y a encore le gris médian, mais là je ne l'ai pas représenté. On voit encore une fois à quel point le code est compact et encore une fois à mon avis élégant, mais bon, depuis moi je lis PostScript dans le texte, mais je sais que ce n'est pas forcément le cas au premier abord, mais on voit quand même qu'il n'y a rien d'autre. Je ne suis pas en train d'importer la Terre entière, il n'y a que ça. On voit des transformations géométriques, on voit que les blocs de code, donc ce sont des fonctions qu'on peut passer comme argument. Ici, là, il y a une méthode qui prend ça, ça, ça et ça. Et dans ces blocs de code, ils viennent se mettre sur la pile, en fait, comme le reste. Là aussi, on voit le même exemple. Ça, c'est un exemple. Alors ça, c'est le logo de la société. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est mon employeur pour laquelle je travaille. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut représenter ça de nouveau de la manière la plus simple, la plus concise possible? Alors, ce que je veux montrer là, c'est qu'on peut commencer à inventer des petits schémas de, je ne vais pas dire d'obfuscation, mais en tout cas de compression. Et là, c'est simplement une série d'opérandes entières, donc 110, 140, 150, etc., qui sont en fait tous les arguments, si on veut dire, qui vont être utilisés par setGray, rectfill, moveTo, etc. Et puis ça, c'est un mini décodeur, si on voit bien qu'il va prendre la valeur ASCII de chacun de ces caractères, la modifier pour récupérer le nombre entier. Alors, ça, c'est plus intéressant. En matière de compression, il faut savoir qu'il a existé un concours de PostScript obfusqué. C'est rigolo parce que le PostScript, c'est réputé être obfusqué par nature, si on veut bien, parce que c'était souvent produit par des logiciels. Pensez à Express, par exemple, ou PageMaker, de ces anciens logiciels de préprint,
où on édite dans un logiciel une interface Illustrator, on exporte en PostScript. Ce n'est pas l'humain qui va normalement écrire du PostScript. Bref, il y a un étudiant japonais qui a réussi à écrire un ray tracer, donc une scène 3D avec des matières, de la réflexion, etc., en quelques lignes de PostScript, en 760 bytes. Alors évidemment, ça m'a titillé, donc j'ai tout décortiqué. Alors c'est pas non plus rocket science, hein, je dis pas ça, mais enfin on voit que là aussi il a poussé à l'extrême l'idée que, enfin la petite compression de données que j'ai montré avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une propriété hyper intéressante du langage, c'est qu'on peut modifier, une opérant. En fait, elle a un flag exécutable. Donc ça, en fait, le Q, par exemple, ça va correspondre à une procédure, mais ce n'est pas exécutable. Donc on va le rendre exécutable de la même manière que si on prend 1, 2, add, ici on a un string, entre parenthèses, en PostScript, c'est les strings, on peut le rendre convert to executable, ce qu'il y a en haut de la pile, et l'exécuter. Et ça va faire 3. Voilà. Et puis ce code-là, cette technique d'obfuscation, elle joue un peu sur ces propriétés-là. Et j'explique donc sur mon site comment, en fait, j'ai repris son ray tracer et j'ai réussi à le shrink down encore plus. Donc ça m'a pris des heures, même des jours, de 760 à 727 bytes. Et puis je lui ai écrit sur LinkedIn parce que maintenant il est un software ingénieur aux États-Unis, mais il ne m'a pas répondu encore. Ça doit faire quoi, 3 semaines? 4 semaines, ouais. Ça, c'est quelque chose qui tournait sur une imprimante. Alors, ouais, il a fait différentes variantes. Il a fait une variante complète, une variante extrêmement concise, on va dire, et une autre un peu moins concise pour expliquer aux gens, avec des variables où tu peux là setter le niveau, comment dire, jusqu'à où on va calculer. Ouais. Et en tout cas, à l'époque, en 93, effectivement, il disait que ça prend plusieurs heures pour sortir ce dessin. Après, si maintenant je mets ça dans l'imprimante, ça sort tout de suite. Je vais avancer parce qu'on a d'autres démos, mais on pourrait... Bien, ouais, je vous montre... Enfin, allez. Ça vous fait une petite pause dans la théorie. Donc c'est ça, le blog post. Donc si on prend... prenons son source code ici. Si je le mets dans GoScript, alors GS, ça fonctionne. Voilà. C'est bien calculé en temps réel, ce n'est pas une image statique. Donc en fait, on est en train de dire que PostScript, c'est un vrai langage avec lequel on peut faire plein de choses. La question maintenant, c'est jusqu'où on peut aller. C'est quoi ses limites? C'est quoi ses contraintes et ses limitations? Alors, il en a bien sûr, je vais y venir, mais il faut savoir qu'il est donc Turing complet, c'est-à-dire qu'il a autant de puissance théorique que les autres langages courants, C++, Java. C'est le même modèle de calcul. Et comment on peut prouver ça? Eh bien, en fait, il y a plusieurs manières, mais la manière la plus simple, d'un point de vue pratique, c'est d'implémenter un interpréteur BrainFog. BrainFog, vous connaissez peut-être, sans doute. Si vous ne connaissez pas, c'est un langage minimaliste qui a été créé, je crois aussi, par un étudiant un peu allumé, qui n'a que 8 opérateurs. Flèche droite, flèche gauche, plus, moins, qui permet en gros de se balader dans la mémoire, d'augmenter la valeur d'une cellule, décrémenter, et surtout de faire des sauts. Parce que c'est souvent ça qui va déterminer le caractère Turing complet d'un système. Et donc, évidemment, ce petit code-là, c'est un interpréteur BrainFog que j'ai écrit pour PostScript. Et ça dit Hello World. Ça va se déplacer le data pointer et puis instruction pointer et machin pour afficher ça. Voilà. Je ne vous fais pas la démo, mais il faut me croire, mais si vous cliquez, vous pouvez faire vous-même. Ok. Maintenant, dans les limitations de PostScript, alors on a vu que c'était très simple, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses autour, contrairement à d'autres langages, il n'y a pas de librairie standard, par exemple. Donc on est très rapidement embêté quand même. Alors, admettons que ça, ce soit l'interpréteur PostScript qu'on utilise, soit l'imprimante, soit le GoScript. Il peut faire quoi? Il peut interagir avec le file system. On va voir comment. Il peut interagir avec dans la philosophie Unix, avec les sorties standards, entrées standards, erreurs, etc. Mais pas beaucoup plus. Il n'y a pas d'appel système, il n'y a aucun accès réseau. On peut toujours utiliser des pipes ou quelque chose d'autre, mais en lui-même, le langage ne le permet pas. Il n'y a pas de thread. Unicode support, vous oubliez, même les accents, c'est pas fait pour ça. Et alors c'est un langage qui est utilisé pour décrire des polices de caractère, mais ça c'est encore un autre aspect que je n'ai pas exploré. Il n'y a pas de typage fort, donc il faut jouer avec ces contraintes-là. Et puis pour revenir à PDF, comment on se situe par rapport au PDF? Alors peut-être ça commence à apparaître un peu clairement.
PostScript, c'est donc un langage de programmation qui est fait pour générer des graphiques, des descriptions de documents, mais de manière interprétée. C'est pas figé. Mais ça veut dire que, et ça c'est intéressant philosophiquement, c'est que être plus fort, des fois, c'est être plus faible. C'est-à-dire qu'on peut être Turing complet, on a le modèle de calcul de tous les langages modernes, mais pour autant, c'est un inconvénient pour un format de description de documents, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas quand la machine s'arrête. On ne sait pas à l'avance, avant d'avoir interprété le fichier PostScript, le programme PostScript, si, combien il y aura de pages, par exemple. Donc on ne peut pas imprimer la page 422 facilement. Tandis que dans un PDF, oui. Le PDF, c'est plus semblable à, je ne vais pas dire un PNG, mais c'est un format qui est statique. On décrit un document, on décrit l'apparence finale du document, le comportement est prédictible, on peut référencer une page de manière individuelle. Et évidemment que le PDF a prospéré avec Internet et donc l'ère du partage de documents, où on voulait que un document soit visible de la même manière d'un côté comme de l'autre, avec toutes les évolutions qui sont venues avec, les hyperliens, les formulaires, du JavaScript, etc. Voilà, j'espère que la distinction entre les deux formats, elle est bien claire. Pour pousser un peu le vice, ça c'est le dernier truc avec lequel je me suis amusé. Ça, c'est un fichier PDF, mais c'est aussi un fichier PostScript. Il a les entêtes PDF et les entêtes PostScript. Un interpréteur PostScript, il va lire de haut en bas. Et il va afficher Hello PostScript, et puis après il s'arrête. Et il a fini. Un interpréteur PDF, il va commencer par en bas. Il va regarder l'index de cette table de référence, il va regarder les index de chacun des objets, et il va afficher Hello PDF. Et c'est rigolo à faire, parce que, alors ça sert à rien, mais ça sert quand même à comprendre comment ça fonctionne. Admettons que je prenne ce fichier-là, que je le donne à PS2 PDF. Enfin, si je l'affiche, le PDF, il va me dire Hello PDF, mais si je le transforme en PDF, il va me dire Hello PostScript. Voilà. C'est typiquement le genre de truc que je fais dans le train. Et puis voilà, donc maintenant on sait un peu comment interpréter PostScript avec GoScript, on voit un peu à quoi ça ressemble et puis comment on s'en sert, quelles sont ses limitations, ses possibilités, ses capacités. Et alors comment on l'écrit? Il n'y a pas d'IDE. Alors j'ai trouvé des vagues plugins pour Eclipse qui ne marchaient pas, enfin j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un mode PostScript pour SubEtaEdit. C'est mon éditeur historique de choix sur macOS, hein, c'est un éditeur open source. Et donc ça permet, c'est vraiment juste si vous avez envie d'essayer, que vous allez commencer à écrire dans Notepad, puis c'est noir sur blanc, puis ça ne vous plaît pas, essayez peut-être si vous voulez, ça vous intéresse, SubEtaEdit, donc on peut référencer les procédures, et puis voilà, il y a des jolies couleurs, voilà. Et puis ce dont vous aurez très rapidement besoin, ça je le dis parce que ça vous fait gagner au moins 1 heure, imprimer, ça s'appelle égal, c'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Donc si on veut imprimer un string, les strings sont entre parenthèses, string égal, et afficher la stack. Des fois, on a une erreur, on ne sait pas, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là sur la stack. Ben, pstack stop. Voilà. Très souvent, le debug, ça se résume à ça. C'est pas le truc typique qu'on a quand il y a un truc qui s'imprime pas. Alors ça, en fait, tous les opérateurs PostScript, ils peuvent lever des erreurs. Donc il y a type error, il y a stack overflow, il y a une série de 10-15 noms d'erreurs comme ça, et c'est ça qu'il écrit. Et des fois, il met la stack. Ouais. Alors ça, c'est un petit test pour pas que vous dormiez. Donc ça, c'est... Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, PostScript peut pas connaît pas l'heure qu'il est. On sait pas, il n'y a pas de datetime, quoi. Par contre, il y a des dictionnaires. Pensez à cette image. Il y a un environnement là autour. Et l'imprimante, comme GoScript, va mettre des dictionnaires, ou va remplir les dictionnaires qui sont sur la pile des dictionnaires. Et il se trouve que comme ça, on peut récupérer l'heure voilà, avec calendar. Ça, c'est dans un dictionnaire. Donc là, on récupère l'heure, on dessine le tour, on dessine les petits traits de l'horloge. On voit accessoirement une première construction if-else qu'on n'a pas encore vue. Là, de nouveau, c'est extrêmement simple. Il y a 2 opérandes, c'est 2 blocs de code. Enfin, non, il y en a 3, pardon. La première, c'est un opérande booléen, ça. Est-ce que 5 mode 0, enfin, un mode, c'est égal à 0? Enfin, ce qu'il y a sur la pile mode 5, c'est égal à 0. Si oui, on fait ça, sinon on fait ça. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous arrivez à dire un petit peu comment est-ce qu'on pourrait placer l'aiguille des minutes? C'est-à-dire là, elle est tout en haut, il va falloir la tourner. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour la tourner? En admettant qu'il est 17h44, mais en fait, c'est égal. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? En fait, on va vouloir prendre une portion de... Enfin, on va devoir trouver l'angle, en fait.
Donc il y a 60 minutes et 360 degrés. Donc on va tourner de 30 degrés par minute. Non, 6 degrés par minute. Donc on pourrait mettre le calcul complet, 360, 60 div, donc, et puis on multiplie par le nombre de minutes. Et ça, ce sera l'angle qu'on va utiliser pour tourner. Et puis neg, ça va inverser l'angle. Pourquoi? Parce que ben, la rotation, rotate, normalement, il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc là, on l'inverse. Et puis là, pour les heures, en fait, on fait la même chose pour les heures, mais en plus, on ajoute la part des minutes dans la rotation de la petite aiguille. Voilà, c'est juste pour faire réfléchir. Ouf, je suis dans les temps. Donc, à moins que vous ayez des questions ou des remarques déjà sur cette partie de, on va dire, d'approche du langage. Ouais. Question, tu disais qu'il y avait un environnement qui était disponible. Il y a une liste de toutes les variables qu'une implémentation PostScript doit fournir, ou c'est spécifique Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Je n'ai pas vu de standard. Je pense que ça change à chaque fois. Par contre, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de PostScript. Il y a type 1, type 2, type 3. Et à chaque fois, il y a des extensions qui se sont rajoutées. Et peut-être qu'il y en a qui sont nécessaires pour avoir une certification type 2, par exemple. Juste sûr que les questions sont aussi rendues, c'est-à-dire les répéter. Bien sûr. Donc la question, c'était est-ce qu'il y avait un standard quant aux informations, aux données qui étaient disponibles dans ces dictionnaires qui entourent l'environnement PostScript? Et la réponse, c'est je pense pas. Il y a peut-être des standards, on dira, pratiques, où on sait que c'est toujours comme ça, mais par contre, est-ce que c'est mandatory pour avoir une certification ou une labellisation? Je ne sais pas vraiment. Donc, si vous voulez bien, maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on peut jouer contre une imprimante ou avec une imprimante? Donc, j'ai commandé ça sur Digitech. Alors, donc ça coûte 275 francs et c'est super cool. J'imprime jamais rien, mais c'était pour... ah non, c'est pas ça, je ne l'ai pas commandé sur Digitech, je l'ai allé chercher dans un magasin avec quelqu'un qui m'a demandé ce que je voulais imprimer, et puis j'ai un peu botté en touche. Alors, le challenge, le problème principal, c'est comment est-ce qu'on va communiquer maintenant avec cette imprimante. Alors en fait, là je ne vous fais pas la démo, je vais faire la démo après, mais en fait on peut faire cat, le fichier. Donc c'est toujours dans la philosophie Unix, c'est très simple, il est tous en boîte, jusqu'au moment où ça ne marche plus. Mais on prend le fichier, pipe, on le donne à netcat qui se connecte à l'imprimante sur le port 9100. En principe, une imprimante PostScript, elle écoute sur le port 9100. Et le truc hyper cool, et le jour où j'ai trouvé ça, j'en pouvais plus, c'est cette commande-là, PS Executive. Alors, je vais vous montrer tout de suite. C'est documenté, tous les interpréteurs PostScript ne sont pas obligés de le supporter, mais la plupart le font, et ils permettent de se connecter, d'avoir un prompt sur l'imprimante. Donc, je vais voir si elle est toujours là. Oui, donc je l'appelle sur netcat, avec netcat 9100. Et là, alors ne me demandez pas pourquoi, je dois coller ça. Si je l'écris caractère par caractère, ça ne marche pas. Mais là, cancel job, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut imprimer un truc. Yes. Alors, excusez-moi. Print. Générique. Peut-être c'est ça. Je vais juste l'éteindre et la rallumer, ce sera plus simple. Ou bien... Alors... Oui. C'est mieux. Ah voilà. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc bref, c'est vrai que c'est pas toujours très fiable pour obtenir le prompt, mais c'est comme ça qu'on devrait faire. Donc là maintenant, j'ai l'interpréteur PostScript sur l'imprimante, donc je peux taper 1, 2 par exemple. Alors là, il répète tout ce que je dis, hein, donc il y a un echo mode ou je sais pas quoi, mais si j'imprime la stack, on voit 1, 2. Si je mets add et que je mets égal égal, j'imprime l'élément le plus haut de la stack, on voit le 3, d'accord? Donc on est réellement en train d'interpréter du code PostScript sur l'imprimante. Si on envoie un fichier de cette manière-là, avec cat, on l'envoie, mais il s'imprime et puis c'est tout. On a perdu la main quelque part. On ne peut plus
recevoir des échos de l'imprimante ou lui renvoyer des données. Donc en fait, là aussi, ça a l'air simple, c'est juste un tiret, mais moi j'ai mis des heures à trouver ça. Mais ça, on peut envoyer un fichier et garder la communication ouverte. Donc là, on a notre canal de communication bidirectionnelle avec l'imprimante. Maintenant, du côté du code PostScript qui s'exécute, on va faire comme ça. On va pouvoir lire comme dans un fichier avec cet opérateur file et les opérandes que vous voyez là. Voilà. On va passer au jeu. Alors là, j'aurais besoin de Titou. Donc on va voir un premier jeu tout simple. Projet Tic-Tac-Toe. À chaque fois, je mets les versions complètes du programme. En fait, quand je l'écris, il est comme ça. Mais ensuite, après, je le fais tout petit pour pouvoir l'envoyer facilement à l'imprimante. Alors, on va faire cat ce fichier. Enfin, on va faire comme ça. Ouais, on va aller dedans, le dossier. Ouais, non, c'est trop grand, je ne vois plus. Cat Tic-Tac-Toe, donc le morpion en français. Pipe. C'est quoi, Titou, l'adresse IP de l'imprimante? Tu peux aller voir, s'il te plaît? Ça doit s'afficher en haut. C'est 172, 20, 10. Donc netcat 172, 20, 10, 7. Et puis là, il n'y a pas un tiret à mettre quelque part? Ah oui, il y a une démo, c'est ça. Ah oui. 4, nanana. Donc le fameux tiret. Ouais, merci. Il y en a qui suivent, c'est cool. Alors voilà. Donc l'imprimante, elle a choisi de jouer ce coup-là. Bon, elle va nous sortir la feuille. Bah, va chercher la feuille. Il y a une feuille à chaque tour. Ouais, alors, c'est comme ça. Donc on voit ici, on va même mettre un peu plus gros, pardon. Et les cases, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Où est-ce que tu veux jouer, Titou? Bon, le suspense n'est pas immense, puisque nous, on voit ce que l'imprimante a répondu. Mais voilà, il joue réellement contre l'imprimante. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'elle a joué? Voilà. Alors, va jusqu'au bout maintenant. Pendant que j'explique, qu'est-ce que je pourrais expliquer? T'as gagné? Oui, parce que Alors, vas-y, va jusqu'au bout. Et écris encore, Titou, Titou. T'as pas besoin d'attendre encore. Et tu peux déjà jouer la fin. T'as pas encore gagné. Ah, vas-y, joue. Bah, tu peux jouer 2 ou bien 6. C'est égalité, voilà. Trop malin, Titou. Et donc, elle va te dire... Ah, mais non, elle a gagné. Printer wins. Oh. Eh ouais. Ah, mais Ah ouais. Merci, Titou. C'est quoi la qualité du random dessus? Je pense que ça dépend beaucoup des interpréteurs. Tu vois, ce que je fais là sur Ghostscript ou sur l'imprimante, ce ne sera pas forcément la même chose. Ensuite, il y a un seed on pourrait choisir nous-mêmes de déplacer. Je n'ai pas du tout investigué. Ok. Mais j'ai constaté que c'était random. Enfin, ça semblait random. Ouais, C'est pas à utiliser pour la cryptographie de haut niveau, je pense pas. Alors, le challenge, comment s'est fait ce jeu? Je vous montre pas le code, mais à chaque fois, je vous présente un peu les énigmes, les petits jeux, les petits trucs à résoudre. Alors, la structure de données, elle est extrêmement simple. C'est un string de 9 points. Par exemple, la procédure qui va calculer le nombre de positions libres, ben, on met 0 sur la pile, on parcourt le tableau, et puis on ajoute 1 si on a trouvé un point. Donc c'est une fonction reduce un peu, si vous voulez, mais extrêmement simple. De nouveau, pour moi, c'est un langage qui est extrêmement élégant. L'algorithme, bon, on a vu qu'il pouvait battre un enfant. D'habitude, Titou, il gagne, mais là, je pense que c'est le stress de la démo. C'est ça. Si quelqu'un a gagné, c'est fini. Sinon, si on peut gagner en un coup, l'imprimante, elle va essayer de gagner. Sinon, si elle peut bloquer l'humain, elle le bloque. Et sinon, elle joue de manière aléatoire. C'est un algorithme qui est suffisamment simple pour être implémenté facilement et en même temps, laisser une chance de gagner à l'humain. Bon, alors une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, ben, on va aller jusqu'où? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je me suis lancé dans un truc qui m'a pris un bon mois et demi, je pense, hein, Jenny? Le jeu d'échecs. Alors ça, c'était une autre paire de manches.
Alors, je vous montre aussi rapidement, mais parce que ça m'a quand même pris tellement de temps. PS Chess. L'IP, c'était quoi? 10.7. Tac. Donc, en théorie... Emilien, tu veux venir, toi? Là, c'est le même principe, sauf que le programme est bien plus complexe. Donc là, en fait, l'imprimante, elle t'invite à jouer en te donnant un échiquier vierge, si je peux dire. Et puis, voilà. Alors, à toi. Qu'est-ce que tu joues? C'est bon, on va faire les coups déjà. Ben, A2, A3, par exemple, ou n'importe quoi. Ça fait donc les 2 et 4. Comme ça. En minuscule et sans espace. D'accord. Elle réfléchit. Elle clignote. Et là, pareil, on voit en fait ce qu'elle va jouer, mais va chercher la feuille. Et puis, on va pas faire toute la partie, mais c'est juste pour montrer qu'effectivement, il y a une IA dans l'imprimante. Donc voilà, elle a sorti le cheval. Elle a mis à jour le score. On va en reparler. Merci bien, tu peux aller t'asseoir. Oui, c'est l'ouverture écossaise, c'est ça? D4, non. D2, D4, le cheval il peut pas aller en D4, il peut aller en C4. D4 c'est mon coup. C'est le cours d'Emilien, ça. Non, lui, il a sorti son pion, Lui, il a sorti. il l'a mis là. Et le noir, il a Ah, sorti on parle pas de la même partie. son cheval là. Ouais. Ouais. Enfin voilà. Donc on peut jouer aux échecs contre une imprimante. Vous venez d'en être témoin. Alors, qu'est-ce qui était difficile? Enfin, quels sont de nouveau les petits challenges qu'il faut résoudre pour ça? Alors le dessin déjà. Ben, le dessin, c'est pas compliqué. Il suffit de dessiner, de faire des move to, line to, un peu des arcs pour faire les ronds. Mais voilà, tout ça, ça permet de dessiner les pièces. Pas compliqué. Là, il y a 2-3 choses dans ce slide. D'une part, il y a le fait qu'on peut découper dans différents fichiers le code. Grâce à la commande run, en fait, on peut importer un autre fichier. On peut exécuter un autre fichier. Donc comme ça permet de séparer la logique du dessin, etc. Et même d'avoir des fichiers qui vont tester d'autres fichiers. Par exemple, ça c'est la manière, donc il n'y a évidemment pas de framework de unit test. Par contre, c'est très simple de les faire soi-même, de faire des assert null qui vont prendre un string pour indiquer de quoi il s'agit et un bloc de code. Ce que vous voyez ici qui bouge, c'est en fait c'est ça, c'est test visuel. En fait, j'ai mis des pièces plus ou moins au hasard, c'est pas au hasard, mais c'est à des endroits choisis, et en fait on évalue visuellement, nous les humains, est-ce que c'est juste? À chaque fois, on va highlighter les mouvements possibles pour chacune des pièces. Je crois qu'il y a même 3 rois, ou je sais plus, enfin c'est pas forcément représentatif d'une vraie partie, mais c'est pour tester les coups autorisés. Et voilà. Aussi, en écrivant un programme d'une certaine importance, on a vite besoin de mettre en place des conventions, parce qu'il n'y en a pas. Donc, la convention de nommage que j'ai adoptée, je le dis parce que pour moi, c'était très utile d'avoir fait ce choix. Donc ici, on voit la pile avec 2 opérandes et puis une procédure. Et en fait, j'ai choisi comme ça, de nommer à partir de la majuscule, c'est le nom de l'équivalent donc de la méthode. Avant, on voit que ça va prendre 2 arguments player et board sur la pile dans cet ordre-là, et ça va laisser un booléen sur la pile après, l'exécution de la procédure. Donc en fait, quand on voit ça en PostScript, ça s'utilise de cette manière-là, et ça serait analogue à cette définition typiquement en Python. Donc c'est la même chose. Il faut juste un peu renverser les choses dans la tête. Et donc là, à la fin de l'exécution, on laisse un booléen sur la pile. Le chiffre que vous avez vu avant ici, il vient d'où? En fait, c'est une manière à peu près standard. Donc, en fait, dans une partie, pour une machine, la machine elle va évaluer la qualité de la position des blancs. Donc, et inversement, ce sera par miroir celle des noirs à l'envers. Elle fait ça comment? Il y a plusieurs algorithmes. J'en ai implémenté un qui est relativement simple, de ce Tomasz Miniewski, qui est je sais pas, un informaticien polonais ou je sais pas quoi. En fait, ça marche comme ça. Toutes les pièces, elles ont une valeur. 100 pour le pion, etc. On va additionner toutes les pièces qu'on a sur le jeu, on va retrancher la valeur de celle de l'ennemi, enfin de l'opposant, et puis en plus on va pondérer ça avec
une position, qu'on a une valeur positionnelle, si je peux dire, qui va dépendre de où la pièce se trouve sur l'échiquier. Et alors après, on peut complexifier en disant, mais au début de la partie ou à la fin de la partie, c'est mieux d'être comme ça. Après, chacun va mettre ses propres heuristiques dans son petit moteur d'échec. Mais ça permet d'avoir très rapidement une fonction d'évaluation. Et du coup, comme on joue, de nouveau, il y a 1001 algorithmes. J'ai implémenté celui-ci qui est très simple. Donc en fait, admettons que les noirs aient joué de telle sorte que en fait, le score soit de 300, l'évaluation soit 320. Le blanc, admettons qu'il a 3 possibilités qui vont résulter avec un score de 350, 400, 360. Donc peut-être ils vont se dire, bah, c'est cool de jouer le 400, mais en fait, en allant plus loin dans l'analyse des coups que le noir pourra faire à son tour, on va se rendre compte qu'il a meilleur temps de jouer 360 parce qu'à ce moment-là, la meilleure possibilité pour le noir, c'est 210. Donc en fait, on va minimiser l'avantage que l'opposant va pouvoir gagner dans ces coups-là. C'est comme ça que joue le programme que vous venez de voir. J'ai terminé la partie sur le jeu sur l'imprimante. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre ou comment est-ce qu'on peut aller plus loin encore si on laisse tomber la contrainte de jouer contre une imprimante matérielle. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à cette partie spécifique de l'imprimante? Alors, sans ça, vous voyez ici à gauche, vous connaissez ce jeu? Personne ne connaît? Si. C'est Sokoban. C'est un jeu japonais, une sorte de casse-tête. Et c'est par ça qu'on va commencer. Ah bah tu peux venir jouer si tu veux. Alors. Ah oui, alors attends. C'est parce que là, il y a aussi à chaque fois, il y a des challenges spécifiques. Et puis je trouve que c'est ça qui est intéressant de se demander. Parce qu'évidemment, même si vous, bien les gens qui pourraient nous regarder maintenant, font jamais de PostScript, en fait, tous, on a des petits casse-têtes. Et souvent, pour les résoudre, il faut déjà bien poser le problème, savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et puis quelles sont les options, est-ce que c'est possible ou pas. Donc pour jouer à Sokoban, moi je suis obligé de faire ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai besoin de 2 terminaux, un comme ça, et un qui fait ça. Et là, ah ouais, non, c'est pas ça. Alors, c'est des projects PS Sokoban. Voilà. Voilà. Donc là, Tito, tu veux venir jouer? Ça, c'est le niveau 0, si on veut bien. C'est vraiment le niveau pour montrer qu'on peut déplacer. Le but, c'est de mettre les caisses dans les objectifs. Voilà, c'est bon, on appuie n'importe où. Et puis après, il y a le niveau du dessus. Vas-y, fais 10 coups. Et puis, alors vas-y, tu te déplaces, tu cherches la solution. Donc il faut bien sûr faire ça dans le moins de coups possible. Et souvent, on s'est trompé, on aimerait essayer autre chose, on aimerait revenir en arrière. Et là, comment on fait? On fait Z. On voit que là, on reverte en fait les coups. Et je vais aussi montrer comment est-ce qu'on peut faire ça. Vas-y, mets juste une caisse et puis après, on explique comment c'est fait. Ouais, là, il est en train de faire tout juste pour que ça marche à la fin. Vas-y. Voilà. You get the idea. Merci, Tito. Ok, alors comment ça marche ce truc? Il y a plusieurs défis. Alors, le premier, c'est de représenter des images. Les images dans ce programme, elles sont représentées par du texte. Alors juste cette image-là, c'est une image que j'ai piquée sur un site qui est fait pour ça. Les autres, je les ai dessinées moi-même, mais la question n'est pas là. La question, elle est qu'en fait, on va représenter les pixels par des données. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Donc en fait, bien vous avez compris que chaque valeur rouge, vert, bleu est représentée par 15 valeurs. C'est ce qu'on écrit ici, là. Bit per component 4, ça fait 16. Donc en fait, on a 0 à F. Pour le rouge, pour le vert, pour le bleu. Puis après, j'ai fait un petit script Python qui va juste convertir un PNG en ça. On observe aussi qu'on a une matrice transformation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est pas overkill? Non, c'est simplement pour inverser l'axe Y, parce qu'en PostScript, le Y il va vers le haut, puis là, dans mon dessin, il va vers le bas. Voilà, ça c'est pour les images. Les niveaux, alors il y a une manière standard de représenter des niveaux de Sokoban qui existent dans la nature. C'est ça, c'est avec ces 7 symboles. Le hat, c'est le man, le plus, c'est le man quand il est sur le goal, etc. Donc en fait, il n'y a que 7 visuels, si on veut bien, 7 images. Et les niveaux, ils sont représentés par des strings, comme ça. Donc ça, c'est les 3 niveaux qu'il y a dans mon fichier. Mais en fait, on en trouve tout plein sur Internet. Il y a même des IA qui génèrent des niveaux, il y a des solvers. Enfin, c'est un domaine
de recherche et de jeu pour les mathématiciens et les informaticiens. Un des principaux problèmes pour ce jeu, c'était de gérer parce que PostScript n'est pas fait pour être un langage interactif, donc c'était de gérer les keystrokes. Ici, on veut des keystrokes immédiats. On ne veut pas taper le coup des échecs et puis mettre Enter. On veut que ça marche tout de suite. J'ai pas envie de mettre flèche droite, Enter. Ça, c'est pas un Sokoban cool. Donc, comment il faut faire? Alors, ça paraît simple, mais j'ai dû trouver ça. Enfin, pour moi, c'était pas simple de penser à ça déjà et puis de mettre ça en œuvre. Donc, en fait, on doit créer un fichier pipe et voilà, GS. Donc là, on écoute sur l'entrée standard et puis en fait, on concatène donc cat le fichier Sokoban et ce fichier intermédiaire dans lequel on va balancer la sortie, donc cat flèche, qu'on écrit dans le deuxième terminal. Et pour que les keystrokes soient envoyés immédiatement, on doit mettre le terminal en mode raw, pour pas qu'il nécessite Enter et puis qu'il envoie tout de suite sa commande. Ce qui fait qu'ensuite, on peut lire très facilement en PostScript les événements de cette manière-là. Donc, on a une boucle d'événements qui tourne et qui va attendre, on attend la commande et dès qu'on la tape dans le terminal, on l'interprète. Un autre petit challenge, donc, c'est le Undo Manager. Donc, il est implémenté sous forme de ring buffer. Ce qui se passe simplement, c'est qu'avant de bouger le bonhomme, on regarde les cases qui vont changer. On les met dans une case de ce... Donc, un ring buffer, c'est un tableau, mais en fait, qui va être considéré comme un espèce de cercle infini. Et on le stocke. Donc, si on veut revenir en arrière, ben, c'est facile, on recule et puis on restaure l'état précédent. En PostScript, ça s'écrit comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Mais évidemment, avant ça, je me suis lancé dans une implémentation qui était bien plus conséquente. Je me suis dit, ah, mais j'ai besoin d'objets, j'ai besoin de méthodes, j'ai besoin de... Et donc, j'ai commencé à faire une implémentation objet. Et puis, bien souvent, je rigole parce que c'est visé à sa présentation qu'il disait toujours bien souvent. Et du coup, j'adopte ça. Non, mais bien souvent, on a tendance à fight the framework, quoi. On dit, ah, moi, je connais une méthode qui marche, alors je sais comment la faire dans cet environnement, alors je vais la répliquer. Et puis, en fait, en adoptant les principes, les idiomes du langage, c'est souvent, ça revient à ne pas nager contre le courant et puis à adopter la solution naturelle. Voilà, si on a encore le temps, donc je vais vous montrer le dernier jeu, qui est le Tetris. C'est un peu comment dire? C'est le Graal, voilà, merci Raphaël. Le Graal. Alors, là, qui c'est qui a joué? Emilien, c'est à toi? Ouais, si, Bessarme. Alors, gare à l'effet des mots. PS-Tris. Alors, là aussi, il y a deux terminaux. Il y en a un. Il y a un autre jeu qui est considéré comme le Graal. Ça commence par D avec 2 O. C'est quoi? Doom. Ah oui, alors, ce sera l'objet d'une autre présentation, peut-être. C'est des PS-Tris. OK. Donc, en fait, là, je fais ça. Et là, je fais ça. Hop. Et en fait, si tu peux jouer avec les flèches ici et la barre d'espace pour faire tomber. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer les challenges qu'il peut y avoir dans ce jeu-là. Déjà, au niveau de la saisie, il y a un point qui est fondamentalement différent. C'est que si vous vous souvenez, dans le Sokoban, la lecture de keystroke, elle est bloquante. On attend une entrée pour continuer. Ici, ce n'est pas le cas. Les pièces, elles dégringolent, même si Bessarbe, il appuie nulle part. Merci Bessarbe. Ça ira. On voit aussi qu'on a des high scores. Ils sont persistés quelque part. Alors, je vais vous montrer comment tout ça c'est fait. Alors, du coup, je commence par ce que j'ai introduit. Voilà, vous avez tout vu là, mais hop. User input. Donc, on veut en fait une entrée qui ne soit pas bloquante. On veut lire de manière continue. Donc, en fait, comment j'ai fait? J'ai fait une boucle qui va à chaque fois lire. Si on a quelque chose, on va le traiter. Et sinon, on n'a rien, on continue. C'est ça, c'est cette méthode, cette procédure read input qui va lire ce qu'il y a dans le fichier txt. Et dès qu'elle l'a lu, elle efface, enfin, elle recrée le fichier vide. Donc, elle fait ça continuellement. Enfin, si elle a lu quelque chose, elle le renvoie et puis elle vide le fichier. Sinon, elle passe tout droit. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un terminal qui va écrire dans le fichier et GhostScript qui le lit en continu. Et s'il a trouvé quelque chose, il vide le fichier.
Donc c'est la manière que j'ai utilisée pour pouvoir utiliser des entrées utilisateurs de manière non bloquante. Ensuite, en termes de structure de données, alors ça c'est pas moi qui ai fait, hein, j'ai pris sur un site en fait, qui décortique une implémentation de Tetris, une des implémentations de Tetris, et j'ai trouvé ça assez élégant et je me suis dit que ce serait facile à répliquer en PostScript. Donc en fait, tous les s'appellent tétrimino, ils ont un nom, hein, donc il y a le T, le L, le J, et puis ils ont le U pour le up, R pour le right, etc. Donc selon leur position. Ils sont décrits par des matrices 5 x 5, des matrices booléennes. On voit qu'avec des 0 et des 1, on peut décrire toutes ces formes-là. Ensuite, ces formes-là, on les met dans un tableau dont l'indice correspond en fait au type de tétrimino. Donc le T, il est numéro 0, le J, il est numéro 1, etc. Ce qui fait que, en fait, en termes de structure de données, qu'est-ce qu'on maintient? On a seulement à maintenir le code du tétrimino courant et sa rotation. Donc, par exemple, le tétrimino, le T right, on aurait 0, 1. C'est tout ce qu'on a. Et puis, bien sûr, dans un vrai Tetris, il y a le suivant, la forme suivante. Donc, on va aussi maintenir ce que j'ai appelé T2C, T2R. T2 code, T2 rotation. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que il y a mille et une approches. Et on peut être tenté d'arriver avec plein de complexité, avec des gros outils, avec des classes, avec des managers builders, de je sais pas quoi. Et en fait, c'est tellement élégant de maintenir 4 entiers pour maintenir tout l'état de Tetris. Voilà, moi, je trouve ça cool. Alors ensuite, bien sûr qu'il y a un tableau pour représenter la grille. Il faut savoir que donc, sur la grille, il y a 2 lignes en haut qu'on ne voit pas, en tout cas dans cette implémentation, mais simplement pour permettre au tétrimino de spawn en fait, à la position 5, 3. Enfin, 5, 0, enfin, 5, en fait, c'est 5, 3. Et puis, bien sûr que les cases représentent, donc c'est soit nul, soit ça représente le chiffre du tétrimino qui est arrivé là, donc sa couleur, on l'utilisera pour la couleur. Et puis, moi, j'ai choisi d'ajouter 10, simplement pour distinguer les blocs qui tombent. Du moment qu'ils sont bloqués, eh ben, j'enlève 10 et puis ils ne bougent plus. Ils sont frisés, quoi. Ça, j'en ai parlé. Aussi, un truc qui est constant un peu dans toutes les implémentations de Tetris, c'est cette notion de random bag. Alors ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, les pièces, c'est bien qu'elles sortent de manière aléatoire, mais pas non plus complètement. En fait, il y a un tableau avec les 7 pièces, et chaque fois, elles vont sortir les 7, mais souvent dans un autre ordre. Mais ça garantit par exemple qu'en fait, une pièce, elle va jamais, ça fait quoi 6, 7, après 15 fois, elle va réapparaître. Si dans le premier sac, le T il est sorti en premier, dans le deuxième, il peut sortir en dernier, mais il va quand même revenir. C'est toujours la barre qu'on attend pour compléter les 4 lignes d'un coup. Là, on voit aussi, je ne rentre pas dans les détails de l'implémentation, mais c'est assez simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je pense que dans bien des langages, en fait, on pourrait être tenté d'utiliser des constructions plus compliquées que ça. Pareil pour les règles, hein, la gestion des niveaux, de la vitesse, des scores. Je ne sais pas comment c'est possible de faire plus simple. Le niveau est les fonctions du nombre de lignes effacées. Donc toutes les 10 lignes, j'augmente le niveau. La vitesse, elle est aussi fonction de... Donc le délai entre deux chutes, elle est fonction qu'est-ce que j'ai dit? Du niveau. Et puis les scores aussi à chaque fois. Ça, c'est le scoring system de Nintendo et il s'exprime en une seule ligne très claire. On arrive à la fin. Juste pour cette histoire de high score, vous avez vu qu'il était persisté. Ce qui veut dire qu'on peut écrire des fichiers. Alors là, je ne parle pas de l'imprimante, là je parle de l'interpréteur GoScript. Ça veut dire que j'écris un fichier avec writefile. Donc ça, c'est des procédures qu'on écrit nous, hein, d'accord, mais basées sur les primitives ou sur les opérateurs PostScript, on peut écrire un fichier et on peut lire un fichier. On peut aussi lister les fichiers qui sont dans le système de fichiers. Et il se trouve que ça, c'est quelque chose qui fonctionne sur l'imprimante. Je regarde ça parce qu'on s'est amusé à ça au boulot. Je vais envoyer un message, j'ai créé un fichier sur une des imprimantes. C'est intéressant de voir que le fichier est persisté entre les sessions et même entre les reboots de l'imprimante. Et lui, il est dans un autre bâtiment, il se connecte et puis il a trouvé le message caché qui était coucou dans x.txt. Ce qui veut dire... C'est pour ça que tu dois recompiler GoScript. Non. Okay. Non, parce que là déjà, en fait, le fichier dans l'imprimante, je l'ai écrit sans GoScript. Oui, non, mais tu disais que tu devais l'installer, pas manipuler source. Ouais, parce non. Que ça ressemble à quand même un truc au niveau sécurité, t'as pas trop envie. Alors, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est...
Ouais, donc la question c'est est-ce que il aurait fallu compiler Ghostscript par les sources pour pouvoir enfin installer Ghostscript en le compilant depuis les sources pour pouvoir écrire des fichiers? Non, je crois pas que c'est le cas. J'ai pas testé avec la version de Brew, mais je pense que c'est pas le cas parce qu'en fait c'est une feature du langage. C'est pas vraiment une option et c'est pour ça que c'est actif sur sur l'imprimante aussi. Et en plus avec cette commande, enfin là, listfile, donc c'est juste cette commande là, étoile, égal, égal, machin, on peut voir les fichiers dans le système de fichiers. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien placer sur l'imprimante chess.ps ou bien tic-tac-toe.ps et puis ne plus avoir de code sur la machine, se connecter à l'imprimante et jouer directement. Et ça peut être un covert communication channel aussi, si vous travaillez à la NASA ou quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus que j'ai pas fait dans mes jeux, mais on pourrait encore, si vous voulez implémenter Outrun ou bien Breakout ou ce que vous voulez, on pourrait aussi implémenter des animations de manière toujours très primitive, mais enfin le résultat est le même, hein. Donc on fait un loop, on clear, donc je fais un carré blanc, quoi. Je dessine ce que j'ai à dessiner, et puis je fais semblant de dormir. Alors ici c'est de l'attente active, je répète 1 million de fois rien, mais ça attend un petit moment. C'est comme ça qu'on peut faire une animation. On pourrait aussi faire de la 3D ou représenter des choses en pseudo 3D. Ici c'est un cube qui tourne avec quelques sinus et cosinus. Mais de nouveau, c'est très. Alors évidemment, là, le code il est compact, donc on comprend rien, mais c'est clair que si on l'étend, c'est vraiment pas si compliqué. Ce qui manque aussi, enfin, dans les jeux, c'est la musique. Alors là aussi, c'est théoriquement pas compliqué. On pourrait tout à fait envoyer des messages MIDI sur STDR et les envoyer sur un synthétiseur MIDI qui accepte les messages sur l'entrée standard. Il paraît qu'il y en a sur Linux, j'en ai pas trouvé pour Mac. GarageBand ne le fait pas, j'ai essayé. Mais ça serait cool quand on tourne les tétriminaux ou qui tombent de faire un petit bruit. Mais voilà, pour dire que le langage lui-même ne l'interdit pas et c'est assez facile dans, encore une fois, la philosophie Unix avec les pipes et basée sur la notion de fichier, de rediriger toutes ces informations. Alors, on arrive au bout. À l'époque, sous Linux, je sais pas, tu pouvais aller écrire dans /dev dsp. Exactement, c'est à ça que je pense, mais sur Mac ça fonctionne pas comme ça. Et puis moi j'ai pas Linux, je connais pas bien. Ouais, puis Donc, Linux, ouais. maintenant, je pense plus, non. Ah, il y a un copain musicien, JA, qui m'a dit qu'on pouvait installer ça sur Mac, j'ai essayé, mais ça marchait pas, ça m'a installé plein de merde, enfin c'était trop compliqué. Donc voilà, on s'est posé ces 3 questions. Est-ce qu'on peut programmer en PostScript? On a vu ce système de piles, avec notamment une pile avec les opérandes et puis les opérateurs, et puis la pile des dictionnaires qui va permettre de stocker des variables comme des procédures. On a vu qu'on pouvait faire des dessins, on a vu que les opérateurs de base, notamment les structures de contrôle, les if-else, etc. Vraiment, c'est pas sorcier. On s'est demandé si on pouvait jouer contre une imprimante. Alors pour ça, il a fallu comprendre comment est-ce qu'on se connecte à une imprimante, comment est-ce qu'on entretient un canal de communication bidirectionnel. On a montré comment ça fonctionnait. Et puis après, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut aller plus loin en oubliant l'imprimante, mais en programmant pour le desktop? On a réussi à faire ces 2 jeux, Sokoban et PostScript. Le takeaway, c'est que si vous êtes comme moi, vous ne regarderez plus jamais les imprimantes qui sont sans doute les machines les plus détestées du monde avec les machines à laver, hein. Moi, j'ai que des problèmes, je pense vous aussi, avec les imprimantes. Il y a trop de boutons, il n'y a pas assez de fonctions, ça ne marche jamais. Voilà. Et moi, je me suis réconcilié avec les imprimantes. La morale, c'est aussi que souvent, les outils qui ont l'air stupides, ils ne sont pas si stupides. Et je dirais même que plus simples ils sont, et plus c'est intéressant. Parce que les contraintes, et je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs ici, les contraintes, c'est ce qui permet la créativité. Il n'y a pas de créativité sans contrainte. Puis voilà, c'est un peu du hack. Enfin, c'est pas du hack de haute voltige, mais c'est quand même une forme pour moi d'expression ou d'art, dans le sens où on prend quelque chose qui n'est pas fait pour, et puis on fait quelque chose pour lequel il n'est pas prévu. On détourne un objet de sa fonction. Au-delà du challenge technique, on va dire, c'est une démarche transformatrice, je trouve, qui est super satisfaisante. Donc voilà, le hacking, c'est pas seulement de la sécurité, c'est aussi du plaisir et une forme de création. Voilà. J'ai terminé. Et puis, voilà, je prends volontiers vos questions. Merci. J'ai une question. Là, la connexion à l'imprimante, c'était un Netcat sur son adresse IP. J'imagine qu'aujourd'hui, quand on a installé une imprimante, on ne peut plus faire ça aussi facilement.
Est-ce qu'il y a beaucoup à bidouiller pour réussir à faire ça sur l'imprimante lambda ou c'était finalement. Ça m- Alors la question c'est comment je me suis connecté à l'imprimante et est-ce que j'ai dû préparer l'imprimante pour pouvoir m'y connecter avec Netcat? J'ai rien fait du tout. J'ai sorti l'imprimante du carton. Potentiellement, là, on avait aussi le même matériel pour faire. Alors déjà, souvent les imprimantes, elles écoutent sur le port 80 parce qu'elles ont une interface web pour la configuration. Après, il y a des fois un mot de passe, souvent qu'il faut mettre au tout début. J'ai dû mettre un mot de passe pour son interface web, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas modifié les capacités du port 9100. Je crois avoir vu, mais je ne suis pas sûr, mais ça doit être le cas, que dans l'interface web, quelque part, on doit pouvoir désactiver ça. Mais ça, c'est quand même... Donc ça permet... Donc le port 9100, il permet d'imprimer du PostScript sans passer par un driver. Ce qui serait le cas pour n'importe quel autre document. Si je veux imprimer un document Word, il y aura un driver quelque part. Mais le PostScript, pour ça, c'est hyper élégant. Pourquoi avoir un driver si finalement l'imprimante, elle interprète elle-même le programme? Du coup, on peut imaginer injecter une sorte de virus, faire quelque chose. La question, c'est est-ce qu'on peut imaginer injecter une sorte de virus ou faire quelque chose? Est-ce qu'on peut imaginer des problèmes de sécurité? On peut imaginer des problèmes de sécurité, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces dictionnaires que vous avez vus, il y a des dictionnaires, vous avez peut-être vu, il y avait UserDict et puis SystemDict et puis encore d'autres dicts. Et certaines clés peuvent être modifiées. On peut imaginer que j'imprime un fichier qui va modifier ces dictionnaires, redéfinir un opérateur et lui dire écris dans un fichier ou copie dans un fichier ce qui vient d'être imprimé ou l'heure à laquelle c'était imprimé, etc. On pourra laisser éventuellement des traces sur l'imprimante de ce qui a été envoyé. Ouais. Réimprimer ce qui a déjà été imprimé. Ce serait une menace potentielle, disons, un modèle de menace On peut potentielle. très bien imaginer, par exemple, dans une entreprise où il est important d'imprimer des papiers, tu imprimes juste tout Mhm. le papier. Alors oui, tu peux vider le bac à papier, oui, Parce que c'est le truc en le plus faisant simple à imaginer. accolade, show page, accolade, loop. Tu peux vider le bac à papier, ouais. Les notaires peuvent plus travailler. Exactement. Oui, bon, tu peux faire plein de trucs en entreprise, hein. Tu peux bloquer le compte du copain en mettant 3 fois le mot de passe faux, hein. Enfin, je veux dire. Ok. Peut-être un petit commentaire là-dessus. Je crois qu'il y avait un talk du CCC justement sur qui allait en détail sur ce que tu pouvais faire comme virus sur les imprimantes. Je me rappelle plus tous les détails, mais il y avait pas mal de trucs intéressants. Le What the Fax, c'est une défense. Je sais pas si c'est à ça que tu penses. Il y en a une qui Je s'appelle pensais encore What the une Fax. autre, mais What the Ok. Fuck c'était bien aussi. Donc pour ceux qui n'entendent pas, ça parle CCC et conférence What the Fax, que je connaissais pas, mais le nom est rigolo. Ouais. Ouais. Encore une question trop spécifique. Sur une imprimante qui a plusieurs bacs d'impression, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils font tourner plusieurs interpréteurs PostScript? Sur une imprimante qui a plusieurs bacs d'impression, est-ce qu'on fait tourner plusieurs interpréteurs PostScript? Je pense pas. En fait, ça veut dire, est-ce qu'en envoyant du PostScript, on peut choisir le bac ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs... Je pense qu'il n'y a qu'un seul interpréteur, mais il doit peut-être exister des extensions spécifiques aux fabricants ou pas pour choisir le bac. Ça, c'est pas impossible. Ouais. J'imaginais si on pouvait faire communiquer les process entre eux. puis ça, Ah. c'est un truc encore après, mais- Alors, peut-être sur des imprimantes high-end, on peut lancer plusieurs process d'impression simultanés. Et à ce moment-là, on peut imaginer d'avoir plusieurs interpréteurs PostScript. Après, dans quelle mesure ils communiquent entre eux? Est-ce qu'ils partagent des dictionnaires? Ce serait intéressant que ce soit le cas. Mais Faire un fichier commun, je pense qu'il y a- mais, ouais, avec des interpréteurs qui se partagent des données avec un fichier commun ou un dictionnaire commun. Ouais, j'ai pas vu, mais bon, dans le domaine des imprimantes, on voit tout, hein. Il y a des imprimantes qui sont grosses comme des camions et puis qui impriment des posters et puis ultra rapidement qui gèrent plein de trucs. Il faudrait voir un peu tout le système qu'il y a là-dedans. Ouais. Moi, je me demandais, il y a combien de temps tu as commencé en fait à explorer ça et combien de temps tu as passé dessus parce que ça a l'air vraiment très poussé quand même. Alors, bonne question. Combien de temps j'ai passé là-dessus? Jenny, tu as une idée? Plusieurs nuits? Beaucoup. Non, en fait, j'ai commencé à... Alors moi, j'ai toujours bien aimé dessiner avec du code. Avant, j'utilisais beaucoup Python avec la librairie Kero. Et puis, je suis un peu tombé amoureux de PostScript de par sa simplicité, puis son côté un peu à la fois vintage, rétro, et puis un peu très épuré, très, j'allais dire, un peu zen. Mais ça ne répond pas à la question. Alors, la question, donc j'ai commencé à dessiner en PostScript il y a 2 ans et demi. Et puis le jeu d'échecs, il date de janvier 2024. Donc j'ai commencé vraiment à faire des vrais programmes il y a un peu plus d'1 an. Après, ça reste des side projects, mais c'est vrai que tant que c'est commencé, hein, tant que ça te trotte dans la tête, tu sais comment faire ou tu penses que tu sais comment faire, et du coup, ça part plus et tu es obligé de le faire pour en être libéré. Voilà. Aujourd'hui, à part les imprimantes, est-ce qu'il y a encore d'autres devices d'actualité qui interprètent du PostScript?
Ouais, est-ce que PostScript il est implémenté ailleurs que sur les imprimantes et dans GoScript? La réponse c'est pas trop. La réponse courte et la réponse longue, c'est qu'en fait, PostScript a connu des évolutions dans le domaine de l'affichage. Et je sais que sur SunOS, il y avait un système d'affichage qui s'appelait News qui était basé sur PostScript. Et aussi dans Nextstep, il y avait un truc qui s'appelait Display PostScript. Donc c'est deux branches qui sont en fait maintenant dans des systèmes qui sont morts, quoi. Nextstep et SunOS. Mais c'est théoriquement et pratiquement donc possible. C'est-à-dire qu'en fait là typiquement on aurait des extensions pour récupérer les clics de la souris, pour afficher des trucs, déplacer des trucs. Mais le langage lui-même ne l'interdit absolument pas, puis il a connu ses évolutions. Ouais. Est-ce que tu sais quelle était la dernière évolution du langage utilisé aujourd'hui dans les imprimantes? La dernière évolution du langage qui est utilisé aujourd'hui dans les imprimantes, comme j'ai dit, il y a 3 niveaux dans PostScript qui sont documentés. Donc, c'est des révisions du langage. Il y a le 1, le 2, le 3. La plupart, enfin, tout le monde supporte le 2. Quand on fait du PostScript, c'est 2. Des fois, dans les en-têtes, on voit pourcent, exclamation, PS. Des fois, c'est -2, -3. En fait, dans le 3, par exemple, il y a des extensions, mais qui ne sont pas très utiles. Donc, quand ça date, je ne sais pas. Ça doit dater d'une bonne vingtaine d'années, en tout cas. Enfin, ouais, je dirais début des années 2000. Et les extensions, c'est typiquement des trucs pour les imprimeries, pour le CMYK, là, enfin, pour des techniques d'impression particulières. J'ai rien vu, j'ai regardé les standards, hein, mais j'ai rien vu de spécifiquement intéressant dans en tout cas la 3e révision. Est-ce Pardon. qu'il y a une alternative à PostScript pour les imprimantes? Est-ce qu'il y a une alternative à PostScript pour les imprimantes? Oui, ben, c'est le PDF. C'est le seul. C'est pas la même chose, donc c'est un format de description de document et c'est plus un langage de description de document. Ouais. Par hasard, tu sais si dans les IDPer, ils auraient conservé un PostScript? Où ça, où ça? Dans les IDPer, dans les e-link, dans c'est pas de l'affichage en fait. Ouais. Est-ce que dans les liseuses électroniques, c'est Ouais, ça? pas mal de cas d'affichage maintenant, comme ça. C'est juste très simple. Est-ce qu'on a conservé du PostScript? J'ai jamais vu eu des informations dans ce sens. Je crois pas. À ma connaissance, c'est pas le cas. Ouais. Moi, je me demandais comment tu fais pour débugger en fait tes programmes, mais je peux pas vraiment mettre de breakpoint ou de... Non, tu peux pas. Tu peux pas débugger un programme facilement. Alors, il y a des gens, enfin, si tu tapes PostScript Debugger, on trouve un. Il y a un gars qui a écrit un fichier PostScript que tu importes en haut de ton propre fichier. Tu écris debug.ps, parenthèse, parenthèse, passer un string run. Donc, ça va importer tout son bazar. Et qu'est-ce qu'il fait dedans? Par exemple, il va redéfinir certains opérateurs, notamment erreur. Il va redéfinir error dict pour voir comment s'affichent les erreurs. Il va essayer d'avoir une entrée utilisateur bloquante, par exemple, et puis te mettre à disposition des commandes. Donc, il a écrit un petit débugger. De mon expérience, moi, j'ai pas réussi à le faire marcher bien ou à m'en servir correctement. Pour moi, pstack stop, tu vois la stack et ça s'arrête. Et tu dis, OK, pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est faux? À partir de où c'est juste? Voilà. Une démarche un peu de proche en proche, de debug un peu classique. Mais pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai pu faire, c'était pas vraiment un obstacle. J'ai pas eu besoin de mettre un breakpoint puis avancer step by step. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu veux travailler avec PostScript? Est-ce que tu as d'autres chemins d'exploration? Est-ce que j'ai d'autres projets avec PostScript? En fait, pour l'instant, alors, pas vraiment. Bon, comme tous les projets, il faut un peu savoir s'arrêter. Donc moi, encore une fois, je dois présenter ça en Lituanie dans quelques semaines. Je le présente aujourd'hui grâce à Raphaël qui m'a dit, bah viens, comme ça tu t'entraînes. Et puis c'est super utile et j'apprécie beaucoup parce que pour moi, c'est l'occasion de wrap up, un peu rassembler mes idées, les mettre, laisser les structurer, voir ce que je garde, ce que je garde pas. Après, les idées, elles sont là, tu vois. Je sais comment faire des animations. Je sais comment faire de la pseudo 3D, j'intuitionne comment envoyer de la musique. Donc je pense que si j'avais eu 2 mois de plus, je serais allé dans ce sens-là. Et aussi dans le sens d'avoir comment dire, de stocker les fichiers dans l'imprimante, puis de mettre une petite commande, dire, et puis exact, enfin, de fabriquer un petit système pour avoir les jeux stockés dans l'imprimante et pas dans l'ordinateur pour les envoyer dans l'imprimante. Ça, c'est si j'avais eu quelques semaines de plus, mais bon, voilà, il faut savoir s'arrêter. Après, est-ce que j'ai d'autres projets liés à PostScript? Pour l'instant, pas. Et non, j'ai pas d'idée spécifique en tête. Dans le monde, on utilisait énormément PostScript parce qu'effectivement, on avait des machines SunOS, etc. C'est un langage à pile, donc c'est extrêmement intéressant. Pour le debug, vider la pile, c'est très intéressant.
Mais il y a un langage qui est très très proche et qu'on utilisait aussi, c'est Force. Voilà. Et c'est très très proche de PostScript au sens où c'est exactement la même élégance et on enrichit un dictionnaire en permanence. Et c'est toujours, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a des microcontrôleurs Force, etc. Est-ce que ça, tu as touché à ça? Alors c'est intéressant, donc c'est une remarque suivie d'une question. Donc la remarque c'est que PostScript hérite de beaucoup de caractéristiques du langage Force, F-O-R-T-H, et est-ce que j'ai touché à ça? Alors il se trouve qu'il y a quelques années, il y a un bouquin que peut-être tu connais, qui décrit, c'est un peu le manuel ou l'explication de Force, mais c'est assez pédagogique, c'est un peu step by step, et je l'ai lu, enfin je l'ai parcouru en tout cas, il est richement illustré avec des petites images très sympas. Et j'ai trouvé ça trop beau, mais j'en ai rien fait. Ça m'est resté dans un coin de la tête. Et effectivement, PostScript partage la même élégance. Force, j'ai pas touché, mais PostScript, c'était plus intéressant à explorer pour moi, mais Force l'aurait été tout autant. Mais c'était plus intéressant pour moi parce que il nous entoure, il est là. Il est surtout sur la plupart des imprimantes laser. Et en plus, avec GhostScript, c'était pratique pour moi d'explorer ce langage. Force, c'était un peu plus... encore moins conventionnel, on va dire. Ok? J'avais peut-être une Oui. dernière question. Ton cube qui tournait comme ça me faisait poser la question de est-ce que dans la démo scene, il y a des catégories comme ça? Dans la démo scene, en fait, ça rappelle un peu. Donc, la question, c'est est-ce que le Scube il est lié d'une manière ou d'une autre à la démo scene? Est-ce qu'on fait un peu le parallèle? C'est vrai que la démo scene, donc les gens qui s'amusaient à faire des programmes un peu minimaux pour des ordinateurs qui étaient aussi, comparés aux nôtres, un peu minimaux, en quelques bytes, avec des animations, avec des... Enfin, il y avait toute une démarche un peu exploratoire et puis très créative de la démo scene. Je ne me suis pas du tout approché de ça, mais c'est vrai que la démarche est un peu la même. En fait, on a des outils un peu limités, puis on essaie d'en faire le plus possible avec le moins de bytes possible. Non, en fait, l'histoire de ce cube, c'est que je l'ai fait d'abord en Python, c'est plus facile pour moi, et ensuite je l'ai un peu transposé en PostScript. Voilà. Ok, alors j'ai pris assez de temps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis plaisir de partager un verre avec vous.